Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez passer des années, de vraies années de votre vie, à obtenir des diplômes, des certifications, à bâtir une réputation à partir de rien, littéralement porter l'entreprise familiale sur vos épaules, et votre père vous regarde droit dans les yeux et dit en gros, ouais, t'es juste un mécano, mon gars. Devant tout le monde. Cool, cool, cool. Une scène familiale totalement normale, évidemment. Et le type à qui on offre tout sur un plateau? Un diplôme de commerce en ligne obtenu sur une chaîne qui passe des pubs entre deux feuilletons télé. Mais bien sûr, c'est lui le visionnaire. Le plus drôle? 5 ans plus tard, 5 ans, devinez qui est revenu en rampant. Et devinez ce qui s'est passé ensuite. Disons simplement que le karma ne s'est pas contenté d'arriver. Il est arrivé en costume, avec un tableur Excel, et il a racheté toute l'affaire. Restez jusqu'au bout, parce que cette histoire va vous décrocher la mâchoire au moins 3 fois. Je vous le garantis. On n'a pas besoin de cambouis comme toi ici. Les vraies décisions sont prises par des hommes d'affaires. C'est ce que mon père m'a craché au visage pendant une réunion du personnel. Alors je suis parti, emportant avec moi des années d'expertise ignorées. 5 ans plus tard, ils sont revenus me chercher. Moi, 34 ans, je dirige aujourd'hui un atelier haut de gamme de personnalisation et de restauration automobile. Mais il y a 5 ans, je n'étais que le fils aîné incapable de faire quoi que ce soit correctement. Mon vieux, Rick, 62 ans, a fondé Carter Auto quand j'étais encore gamin. C'était censé devenir un héritage familial. En tout cas, c'est ce qu'il répétait à chaque fichu barbecue. Et moi, j'y croyais. À tel point que j'ai passé 4 ans à Michigan State pour obtenir mon diplôme d'ingénierie mécanique, puis encore 2 ans à décrocher des certifications spécialisées en électronique automobile et en restauration de voitures classiques, tout en travaillant les week-ends dans le garage familial pratiquement pour de l'argent de poche. En grandissant, je respirais les voitures. Mes murs étaient couverts d'affiches de Lamborghini Countach, de Ferrari Testarossa et de Shelby GT500 de 1967. À 14 ans, je pouvais diagnostiquer la plupart des problèmes moteurs rien qu'au son. Tout ça a changé quand mon frère est entré dans l'équation. Mon petit frère Evan, 30 ans, n'a jamais eu à franchir tous ces obstacles. Il a obtenu un diplôme de gestion d'entreprise dans une université en ligne qui passe ses pubs pendant les émissions de journée, et mon père l'a immédiatement nommé directeur du garage après son diplôme. Sans aucune question. Sans avoir besoin de faire ses preuves. Evan ne savait pas distinguer un carburateur d'un catalyseur, mais selon mon père, il avait le sens du contact et une vision du business. Il savait flatter les clients et avait toujours de grandes idées qui coûtaient plus d'argent qu'elles n'en rapportaient. Notre oncle Jacques était le seul à voir clair dans son jeu. Il gérait son propre petit garage de l'autre côté de la ville. Rien de luxueux, juste du travail honnête. Il avait observé toute cette dynamique familiale de l'extérieur et avait essayé de me prévenir. Ronnie, ils ne verront jamais ce que tu apportes réellement. Pas avant que tu partes et qu'ils aient besoin de toi. Je ne l'ai pas écouté. Je pensais pouvoir changer les choses de l'intérieur. C'était ma première erreur. Jacques avait son propre garage et une réputation qui attirait des Ferrari vintage venant de 3 États différents. Pas de publicité, seulement le bouche à oreille. Pendant ce temps, chez Carter Auto, mon père avait de grands rêves mais des méthodes de plus en plus dépassées. Le garage avait du potentiel, 6 postes de travail, un équipement correct, un emplacement idéal à l'angle de Main et Highland. Mais il refusait d'investir dans des outils de diagnostic modernes ou de mettre à jour notre système de facturation. On a toujours fait comme ça, était pratiquement la devise du garage. Nous perdions de l'argent chaque jour parce que nous ne pouvions pas effectuer certaines réparations nécessitant des outils spécialisés ou des logiciels modernes. J'essayais de pousser pour des améliorations, j'avais même proposé de payer certaines moi-même, mais mon père rejetait toujours mes idées. Pendant ce temps, Evan suggérait de repeindre la salle d'attente avec des couleurs plus vives, et mon père acceptait immédiatement. Tout était pourtant évident. Je refusais simplement de voir les signes. Tout a explosé lors d'une réunion du personnel un matin. Mon père passait en revue les finances trimestrielles avec tout le monde, y compris notre chef mécanicien Tony, la responsable administrative Sarah, et mon oncle Jacques qui nous aidait parfois sur les restaurations de voitures classiques. Les chiffres n'étaient pas bons. Le chiffre d'affaires avait baissé de 12% par rapport au même trimestre de l'année précédente. La fidélisation des clients était tombée à 68%, bien en dessous du standard du secteur fixé à 80%. Les réserves financières fondées parce que nous avions investi dans une série d'améliorations esthétiques du salon client qu'Evan avait insisté pour faire afin d'améliorer l'expérience de la marque. Mais au lieu de régler ces problèmes, Evan venait de présenter son brillant projet d'expansion, ouvrir un second garage dans le quartier chic de la ville. Son plan tout entier était une blague. Le coût du bail était astronomique, la clientèle potentielle largement surestimée, et le budget équipement représentait à peine 40% de ce qu'il aurait réellement fallu. Je suis resté assis à prendre des notes. Quand Evan termina son PowerPoint, avec des animations qui semblaient avoir été faites par un élève de primaire, mon père demanda si quelqu'un avait des questions. « Oui, j'en ai quelques-unes », répondis-je en feuilletant mon carnet. « Le bail que vous regardez coûte 12 500 $ par mois, mais vous avez budgété 8 000.
La liste d'équipements ne comprend pas de bande d'alignement, ce qui coûte minimum 30 000 $. Et l'étude de marché ne tient même pas compte des 3 autres garages haut de gamme dans un rayon de 8 km. La pièce est devenue silencieuse. Evan leva les yeux au ciel. Toujours le pessimiste. Mon père me lança ce regard que je connaissais trop bien, celui qui disait « Pourquoi tu ne peux pas simplement faire semblant d'être d'accord ?» Mais mon oncle Jacques hocha légèrement la tête, ce qui me donna le courage de continuer. Je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Ce projet va brûler nos réserves financières en 6 mois, maximum. Et ça, c'est en supposant qu'on obtienne réellement le nombre de clients prévus, ce qui n'arrivera pas. Mon père frappa violemment la table du plat de la main. Ça suffit. Ton frère a travaillé dur sur ce projet. Travaillé dur, répondis-je en riant. Il a copié-collé ça depuis un modèle de proposition de franchise trouvé sur le site de la SBA. Regardez, il y a encore le texte d'exemple dans le pied de page. Le visage d'Evan devint rouge. Au moins, moi, j'essaie de faire grandir cette entreprise au lieu de réparer les mêmes vieilles voitures tous les jours. Mon père se leva et pointa son doigt vers moi. Ton frère voit grand. C'est ce dont cette entreprise a besoin. Des visionnaires, pas des mécaniciens. Le monde est rempli de types capables de faire une vidange et de changer des pneus. Et ça m'a frappé de plein fouet. 8 années d'études, d'innombrables certifications, et la restauration sur mesure de cette Mustang 1967 qui nous a valu un article dans Auto Enthusiast Magazine l'année dernière, tout ça réduit à faire des vidanges et changer des pneus. Cette résurrection de Mustang avait été mon projet vitrine. 6 mois passés à travailler les soirs et les week-ends pour la ramener d'entre les morts avaient porté leurs fruits quand nous l'avions dévoilée au salon automobile régional. Ce seul projet nous avait apporté 3 clients haut de gamme et environ 300 000 $ de revenus. Et maintenant, mon père agissait comme si je n'étais qu'un simple type qui sert des boulons. C'est moi qui ai construit notre réputation grâce à la qualité du travail, dis-je en gardant une voix calme malgré la chaleur qui montait dans ma nuque. La division voiture classique que tu m'as poussé à créer représente maintenant 40% de notre chiffre d'affaires. Et nous t'en sommes reconnaissants, répondit mon père avec ce ton condescendant. Mais maintenant, nous avons besoin de dirigeants, pas seulement de compétences techniques. L'oncle Jacques prit la parole. Rick, tu es en train de faire une erreur. Ronnie sait ce qu'il fait. Mon père le coupa immédiatement. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Jacques. C'est une décision familiale. Je suis de la famille, répliqua Jacques sèchement. Tu vois très bien ce que je veux dire, marmonna mon père. Puis il me regarda droit dans les yeux avec ce regard froid. Nous avons besoin d'hommes d'affaires, pas de mécanos couverts de cambouis. Tu n'as pas ta place dans la partie décisionnelle de cette entreprise. La pièce devint complètement silencieuse. Je me levai lentement en rassemblant mes notes. Où est-ce que tu vas ? Demanda mon père, surpris que je ne me contente pas d'encaisser comme d'habitude. Si je ne suis qu'un mécano couvert de cambouis, alors je démissionne. Avec effet immédiat. Je quittai la salle en ignorant le souffle choqué de ma mère et le petit sourire satisfait d'Evan. L'oncle Jacques me suivit jusqu'au parking. Tu fais ce qu'il faut, dit-il doucement. Ça aurait dû arriver il y a des années. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire, lui demandai-je, tandis que la réalité commençait enfin à me rattraper. J'avais environ 42 000 $ d'économie, mais aucun véritable plan. Viens travailler avec moi, répondit-il. Pas pour toujours. Juste le temps de trouver ton prochain mouvement. Je hochai la tête, trop en colère pour dire grand-chose d'autre. Cette nuit-là, je fis mes valises et allai dormir sur le canapé de l'oncle Jacques. J'avais 29 ans et je recommençais ma vie à zéro. Une partie de moi avait toujours su que Carter Auto n'était pas mon avenir. Je n'avais simplement jamais eu le courage de couper les liens moi-même. Le rejet de mon père m'avait fait un mal terrible, mais il avait aussi quelque chose de libérateur. Plus de réunions où mes idées étaient ignorées. Plus besoin de regarder Evan recevoir tout le mérite. Plus de compromis sur la qualité pour satisfaire les standards dépassés de mon père. Demain, j'allais enfin découvrir ce que Ronnie Carter pouvait accomplir sans vivre dans l'ombre de Rick Carter. Travailler avec l'oncle Jacques m'a donné le recul nécessaire pour comprendre à quel point tout était dysfonctionnel depuis des années. Avec le recul, le schéma était tellement évident. L'histoire des voitures résumait tout. Evan avait reçu une Jeep neuve à 16 ans, tandis que moi, j'avais seulement eu droit à 2 000 $ pour acheter une voiture d'occasion dont je devais payer les mensualités moi-même. Quand il a eu un accident avec la sienne, mon père a payé les réparations. Quand la mienne est tombée en panne, on m'a dit de me débrouiller seul, parce que c'est comme ça qu'on apprend les responsabilités. Le pire est arrivé pendant ma dernière année d'université. J'avais été accepté dans un prestigieux stage en ingénierie automobile chez un grand constructeur. C'était une opportunité énorme, rémunérée, prestigieuse, et qui aurait pu me donner des contacts capables de changer complètement ma carrière. Mais mon père m'a appelé pour dire qu'ils avaient besoin de moi au garage parce qu'il manquait de personnel. Alors j'ai refusé le stage pour aider la famille. J'ai découvert plus tard qu'il n'était même pas en sous-effectif. Mon père ne voulait simplement pas payer un autre mécanicien pour l'été. Le favoritisme n'a jamais été subtil, mais je lui trouvais toujours des excuses. Evan a besoin de plus de soutien. Papa a simplement plus d'affinité avec lui. Au moins, moi, j'apprends le côté technique du métier.
Que des mensonges que je me racontais à moi-même. Le coup final est arrivé environ 6 mois avant ma démission, lorsque j'ai surpris une conversation entre mes parents un soir. Ils ne savaient pas que j'étais dans le couloir. Quand je prendrai ma retraite, Evan prendra la direction en tant que PDG. Ronnie pourra continuer à gérer le service technique s'il veut, mais toutes les décisions importantes passeront par Evan, dit mon père d'un ton parfaitement détaché. La réponse de ma mère fut aussi faible que toujours. Tu ne crois pas que ça risque de blesser Ronnie? C'est quand même l'aîné, et il a consacré tellement de temps à l'entreprise. Ronnie est un excellent mécanicien, mais il n'a pas ce qu'il faut pour diriger. Et puis, j'ai déjà promis le poste à Evan. C'est décidé. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. Celle-ci m'a vraiment brisé le cœur, honnêtement. Silencieusement. D'une manière qui vient se poser dans votre poitrine et qui reste là. Il est dans le couloir. Il n'était pas censé entendre ça. Et il entend son père dire clairement, Evan sera le PDG. Ronnie pourra gérer le service mécanique s'il veut. Comme si c'était une faveur qu'on lui faisait. Comme si 30 années passées à construire un héritage allaient être offertes à quelqu'un d'autre, et que Ronnie pouvait peut-être, éventuellement, suivre le mouvement s'il se tenait tranquille. Et sa mère, que Dieu la bénisse, essaie un peu de protester. Elle dit que Ronnie est l'aîné, qu'il a consacré tellement de temps à l'entreprise. Et son père balaie ça d'une seule phrase, Ronnie est un excellent mécanicien, mais il n'a pas ce qu'il faut pour diriger. Et puis, j'ai déjà fait une promesse à Evan. C'est décidé. C'est décidé. Comme si tout l'avenir de Ronnie dans cette entreprise n'était qu'un simple détail logistique sans importance. Voici la vérité inconfortable, dans beaucoup de familles, la hiérarchie se fixe pendant l'enfance et n'est presque jamais réévaluée, peu importe ce que vous accomplissez une fois adulte. Vous restez le rôle qu'on vous a attribué. Le responsable. Le compliqué. Celui qui n'a pas besoin d'autant d'attention. Pour toujours. Même quand les faits prouvent le contraire. Et Ronnie est resté encore 6 mois après avoir entendu ça. 6 longs mois. Parce que l'espoir est tenace. Et quitter les personnes qui vous ont façonné, même lorsqu'elles vous ont complètement trahi, est l'une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire. Il n'est pas parti parce qu'il avait cessé de les aimer. Il est parti parce qu'il a finalement commencé à s'aimer lui-même suffisamment. Et cette différence compte bien plus que les gens ne le réalisent. Bon, retour maintenant à l'auteur du poste. 20 années à me tuer à la tâche, à obtenir des diplômes, à bâtir notre réputation, à attirer des clients haut de gamme, pour finir par devoir rendre des comptes à mon petit frère qui était incapable d'équilibrer le chéquier du garage sans aide. C'est à ce moment-là que j'aurais dû partir. Mais je me suis accroché encore 6 mois, en espérant que quelque chose changerait. Ce n'est jamais arrivé. Travailler dans le garage de l'oncle Jacques était une bénédiction. Son atelier était plus petit que Carter Auto, seulement 3 postes de travail et un minuscule bureau. Mais tout y fonctionnait comme une horloge. Du travail honnête et un salaire juste. Jacques avait 2 excellents techniciens qui m'ont accepté sans poser de questions. Pendant le premier mois, je me suis simplement concentré sur le travail, diagnostiquer les pannes, manier les outils, parler directement aux clients. Si je disais qu'une voiture avait besoin d'une nouvelle courroie de distribution, personne ne remettait mon diagnostic en question ni n'essayait de vendre aux clients des services inutiles. C'était rafraîchissant. Mais je savais aussi que ce n'était pas une solution à long terme. Le garage de Jacques fonctionnait bien, mais il était volontairement resté petit. Il n'avait jamais voulu s'agrandir ni accepter plus de travail qu'il ne pouvait superviser personnellement. Je respectais ça, mais moi, j'avais de plus grandes ambitions. La nuit, après la fermeture du garage, je restais tard pour dessiner les plans de mon propre atelier. À quoi ressemblerait-il? Quels services proposerions-nous? Comment nous démarquerions-nous des dizaines d'autres garages de la région? Je revenais toujours à la restauration et à la personnalisation automobile. Ça avait toujours été ma passion, et le marché local était loin d'être bien servi dans ce domaine. Beaucoup de garages pouvaient gérer des réparations classiques, mais très peu avaient l'expertise ou la patience nécessaire pour des restaurations complètes de voitures anciennes ou des personnalisations haut de gamme. La vraie question était, comment percer sans capital important ni réputation personnelle déjà établie? Il me fallait une pièce maîtresse. Quelque chose qui montrerait mes compétences et ma vision d'une manière capable d'attirer le bon type de clientèle. Le garage de l'oncle Jacques était petit, mais honnête. Il n'y avait que lui, 2 autres mécaniciens et une réceptionniste à temps partiel. Le salaire était dérisoire comparé à ce que j'aurais pu gagner ailleurs, mais cela me donnait du temps pour préparer mon prochain mouvement tout en gardant les mains occupées. 3 mois plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée. Un client apporta une Dodge chargée de 1970 qui dormait dans sa grange depuis 30 ans. Elle était en mauvais état, mais la base était excellente. Le propriétaire avait reçu un devis de 65 000 $ d'un autre atelier de restauration et avait failli faire une crise cardiaque. Cette chargée n'était pas une simple muscle-car. C'était une véritable RT équipée du moteur MI 426, l'un des moins de 200 exemplaires jamais produits. Une fois restaurée correctement, elle pouvait valoir plus de 200 000 $. Le propriétaire, Bob Henderson, l'avait hérité de son oncle et gardait de précieux souvenirs d'enfance à bord de cette voiture, mais il n'avait ni les connaissances ni les moyens nécessaires pour une restauration digne de ce nom.
Je peux le faire pour 48 000 $, lui dis-je après une inspection complète. Mais j'ai besoin de la moitié à l'avance pour les pièces et les matériaux. Il me regarda avec méfiance. C'est beaucoup moins cher que l'autre devis. Quelles économies comptez-vous faire? Aucune, répondis-je honnêtement. Je n'ai pas leurs frais généraux, et je ferai moi-même la majorité du travail au lieu de le sous-traiter. Il m'observa un moment avant de hocher la tête. Jacques se porte garant pour vous, et ça compte beaucoup. Mais je veux des mises à jour hebdomadaires et des photos. Le lendemain, 24 000 $ arrivaient sur mon compte. J'en ai utilisé 16 000 pour louer un petit entrepôt à la périphérie de la ville, acheter l'équipement essentiel et me mettre au travail. J'ai engagé un peintre semi-retraité nommé Marcus, qui avait 40 ans d'expérience mais souhaitait des horaires flexibles. L'oncle Jacques m'autorisait à utiliser les ponts élévateurs de son garage le dimanche, lorsqu'ils étaient fermés. Cette chargée est devenue mon obsession. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7. La reconstruction du moteur à elle seule a pris 6 semaines, trouver des pièces conformes aux spécifications d'origine, usiner des composants qui n'existaient plus, documenter méticuleusement chaque étape afin que la voiture puisse être certifiée comme restauration authentique. La carrosserie nécessitait des pièces d'origine que je suis allé chercher dans des casses automobiles réparties sur 3 états au lieu d'utiliser de simples reproductions bon marché. Marcus a accompli des miracles en recréant la peinture violette, Plum Crazy Purple, d'origine qui a rendu ces chargés si emblématiques. 6 mois plus tard, cette voiture était devenue un chef-d'œuvre. Quand nous avons démarré le moteur pour la première fois, le rugissement du Hemi résonnant dans l'entrepôt ressemblait à de la musique. Bob était tellement impressionné qu'il est revenu avec 3 de ses amis collectionneurs pour leur montrer la voiture. En moins d'un mois, j'avais déjà 4 nouveaux projets de restauration alignés, tous extrêmement lucratifs, tous accompagnés d'acomptes de 50%. J'ai officiellement lancé Précision Performance avec cette première chargée comme pièce maîtresse de mon portfolio. Je gardais les coûts au minimum, travaillant 80 heures par semaine, dormant parfois directement dans l'atelier. La stratégie était risquée. Les projets de restauration immobilisaient la trésorerie pendant des mois. Mais les marges plus élevées et l'opportunité de bâtir une réputation d'excellence en valaient la peine. 1 an plus tard, j'avais engagé 3 spécialistes à temps plein. Marcus pour la peinture, un gars nommé Diego, véritable génie du câblage et de l'électronique, et un expert en sellerie nommé Tom, capable de recréer n'importe quel intérieur à partir de zéro. L'oncle Jacques intervenait comme consultant sur les reconstructions moteurs complexes, apportant avec lui 35 années d'expérience. Nous travaillions toujours dans ce même entrepôt, que j'améliorais progressivement, meilleur éclairage, petit salon pour les clients, et même une salle propre dédiée à l'assemblage des moteurs. Ce n'était pas luxueux, mais c'était fonctionnel, et nos clients semblaient apprécier cette approche sans artifice. Ce qui comptait pour eux, c'était davantage la qualité de notre travail que la présence d'un expresso italien dans la salle d'attente. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Ryan Matthews, un entrepreneur dans la tech de 40 ans, avec beaucoup trop d'argent et une passion pour les resto-modes, des voitures classiques modernisées avec des performances contemporaines. Il m'a apporté la carcasse rouillée d'une Mustang de 1965 et m'a dit « Je veux quelle est l'apparence d'une classique, mais les performances d'une supercar. Budget, 175 000 $. C'était un défi totalement différent. La Mustang nécessitait un châssis entièrement personnalisé, une suspension moderne, des freins améliorés, et une motorisation contemporaine capable d'offrir des performances de supercar tout en conservant l'apparence d'une pony car des années 60. J'ai passé des semaines uniquement sur la conception, créant des modèles 3D détaillés et des simulations de performance avant même de découper la moindre pièce de métal. Ryan participa au projet du début à la fin, affinant la vision au fur et à mesure. La construction a pris 9 mois du début à la fin. Nous avons remplacé le vieux V8 d'origine par un moteur moderne Coyote 5.0 Crate développant 460 chevaux. Nous avons ajouté une boîte manuelle à 6 vitesses, entièrement repensé la géométrie des suspensions et installé des freins Brembo sur les 4 roues. La carrosserie est restée en grande partie fidèle à l'origine, avec seulement quelques modifications discrètes pour accueillir des pneus plus larges et améliorer le refroidissement. Le résultat final a été présenté dans 3 magazines automobiles et a remporté le prix du meilleur resto-mode lors d'un grand salon automobile. Ryan fut tellement impressionné qu'il devint une sorte d'ambassadeur officieux de la marque, ramenant ses amis fortunés et devenant finalement investisseur silencieux lorsque je fus prêt à développer l'entreprise. À la fin de la 2e année, Précision Performance avait une liste d'attente de 10 mois, et j'ai dû déménager dans un véritable bâtiment de 1400 mètres carrés. J'ai débauché Tony, le chef mécanicien du garage de mon père, en lui offrant 20 000 $ de plus par an ainsi qu'un partage des bénéfices. Mon père n'a jamais découvert que c'était moi qui l'avais recruté. Tony apporta avec lui une mine d'informations sur le fonctionnement de Carter Auto, leur structure tarifaire, leurs relations fournisseurs, leurs problèmes avec la clientèle. Je n'ai jamais utilisé ces informations pour concurrencer directement le garage de mon père, mais elles m'ont aidé à éviter certaines des mêmes erreurs. Je suis resté concentré sur ce que je faisais de mieux, prendre des voitures historiques et les rendre exceptionnelles, soit par une restauration pure, soit par une modernisation élégante. Et je n'ai jamais, au grand jamais, lancé un service que je n'étais pas capable de réaliser parfaitement.
Le véritable tournant est arrivé lorsque j'ai rencontré Sophia Reeves, une consultante en marketing spécialisée dans les marques de luxe. Elle est venue à l'atelier avec son frère, qui récupérait sa BMW 2002 restaurée, et elle a immédiatement commencé à me poser des questions sur mon modèle économique. Sophia n'était pas du tout ce que j'imaginais d'une spécialiste du marketing. Elle avait auparavant travaillé avec des horlogers haut de gamme, des hôtels boutiques et des créateurs de mobilier sur mesure, des entreprises qui, comme la mienne, reposaient sur le savoir-faire et l'attention aux détails plutôt que sur le volume. Vous avez quelque chose de spécial ici, me dit-elle franchement. Mais personne ne le sait en dehors d'une poignée de riches passionnés de voitures. Vous laissez énormément d'argent sur la table. J'étais sceptique. Je ne veux pas devenir juste un garage parmi tant d'autres. La qualité avant la quantité. Elle secoua la tête. Je ne parle pas de quantité. Je parle de perception et de positionnement. Vous fournissez le travail d'une marque premium, mais vous facturez comme une entreprise de milieu de gamme et vous vous présentez comme un simple garage local. Après plusieurs discussions, je l'ai engagée comme consultante. Elle transforma complètement notre image, nouveau logo, site internet haut de gamme, présence médiatique stratégique. Notre liste d'attente passa à 14 mois, et j'augmentai nos tarifs de 30%. C'est à ce moment-là que Sophia me présenta Daniel Cagne, ancien directeur des opérations pour un constructeur automobile de luxe. Votre qualité est irréprochable, mais vos processus détruisent vos marges, me dit-il après une visite de l'atelier. Je l'ai recruté comme directeur des opérations avec des parts dans l'entreprise au lieu d'un énorme salaire. La meilleure décision de toute ma vie. Il a tout rationalisé, réduisant les délais de production de 25% sans sacrifier le moindre niveau de qualité. L'une de ses premières décisions fut d'implémenter un véritable système de gestion des stocks. Nous commandions auparavant les pièces au fur et à mesure, payant souvent des frais exorbitants pour des livraisons urgentes. Daniel mit en place des modèles de prévision basés sur notre pipeline de projets, ce qui nous permit de commander en gros et de négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs. Il réorganisa également notre flux de travail en appliquant des principes issus de l'industrie du luxe à notre processus de restauration. Au lieu de laisser chaque spécialiste travailler isolément, il créa des équipes avançant ensemble sur les projets, réduisant les délais entre les étapes et améliorant la communication. Les résultats furent immédiats. Des projets terminés plus rapidement, moins d'erreurs, des clients plus satisfaits. Avec Sophia qui gérait notre image et Daniel les opérations, je pouvais enfin me concentrer sur ce que j'aimais réellement, les voitures elles-mêmes et la formation de la nouvelle génération d'experts en restauration. Nous avons lancé un programme d'apprentissage en partenariat avec des écoles techniques afin de trouver de jeunes talents souhaitant apprendre le métier correctement. Je ne m'étais jamais imaginé comme enseignant, mais il s'est avéré que j'avais un vrai talent pour ça. Rien ne me procurait plus de satisfaction que de voir un gamin de 19 ans n'ayant jamais tenu une clé à molette devenir un véritable artisan qualifié. À la 4e année, nous avions ouvert un second site en Arizona, spécialisé dans les voitures classiques sans rouille provenant du sud-ouest américain. 1 an plus tard, nous ouvrions un 3e atelier en Floride. Chaque atelier conservait les mêmes standards, la même attention aux détails et le même engagement à faire les choses correctement. Pendant ce temps, par le bouche à oreille, j'apprenais que les choses n'allaient pas très bien chez Carter Auto. Mon père avait finalement suivi le plan d'expansion d'Evan en ouvrant ce 2e garage dans le quartier huppé de la ville. L'aventure n'a duré que 9 mois avant qu'il soit forcé de rompre le bail, perdant plus de 120 000 $ au passage. Evan accusait les conditions du marché. Moi, je connaissais la vérité. Après le départ de Tony, ils avaient perdu 3 autres mécaniciens expérimentés, remplacés par une main-d'œuvre moins chère et moins qualifiée. La qualité du travail avait chuté. Les plaintes des clients avaient augmenté. Un ancien client de Carter Auto passé chez nous m'a raconté qu'ils avaient gardé sa Mercedes pendant 3 semaines sans réussir à résoudre un problème électrique. Un autre disait qu'on lui avait demandé 3 200 $ pour remplacer une courroie de distribution, un travail qui aurait dû coûter 2 fois moins cher. L'oncle Jacques me donnait parfois des nouvelles, même s'il avait lui aussi pris ses distances après que mon père l'ait humilié lors de cette fameuse réunion. Il flotte encore, me dit-il pendant notre sortie de pêche mensuelle, mais ils prennent l'eau rapidement. Je me contentais de hocher la tête avant de relancer ma ligne. J'avais mon propre navire à diriger. Au cours de ma 5e année d'activité, Précision Performance atteignit 8,2 millions de $ de chiffre d'affaires annuel sur l'ensemble de nos sites. Nous avions une équipe de 47 spécialistes, une chaîne YouTube comptant plus de 200 000 abonnés, et une réputation parmi les meilleurs ateliers de restauration du pays. La véritable consécration arriva lorsque Classic Car Collector nous désigna, atelier de restauration de l'année, après notre restauration historiquement fidèle d'une rare Mercedes 300 SL Gullwing de 1956. L'article qualifiait notre travail de « qualité musée » et me décrivait comme « un artiste mécanique plutôt qu'un simple mécanicien ». Ce projet extrêmement complexe, qui avait duré 18 mois, donna naissance à une voiture que Mercedes-Benz elle-même reconnut comme l'un des plus beaux exemplaires existants. J'ai encadré cet article, non pas par ego, mais comme un rappel de ce qui arrive lorsqu'on reste fidèle à ses standards. Ryan, mon client devenu investisseur dans la tech, m'a ensuite introduit au concept de diversification. Tu as construit une entreprise incroyable, me dit-il,
mais elle dépend encore trop directement de toi. Tu dois réfléchir à la suite. Il avait raison. Aussi gratifiant que soit le travail de restauration, il avait ses limites. Les projets prenaient des mois à être terminés, demandaient d'énormes investissements initiaux et ne pouvaient être développés à l'infini sans compromettre la qualité. Si je voulais construire quelque chose de réellement durable, il me fallait d'autres sources de revenus. Nous avons donc lancé une activité de reproduction de pièces pour voitures classiques rares. Contrairement aux imitations bon marché qui inondaient le marché, nos pièces étaient impossibles à distinguer des originales, tant au niveau des matériaux que des finitions. Ce qui avait commencé comme une activité secondaire devint rapidement une entreprise générant plusieurs millions de dollars, avec des commandes venant d'ateliers du monde entier. Daniel suggéra également de créer des archives numériques de nos restaurations, qui devint ensuite un service par abonnement destiné aux restaurateurs indépendants et aux petits garages. Cette base de données consultable regroupant réparation et technique devint rapidement indispensable pour les ateliers souhaitant se lancer dans des projets complexes qu'ils n'auraient jamais osé entreprendre auparavant. Malgré toute cette croissance et cette diversification, je suis resté fidèle à un principe fondamental, ne jamais sacrifier la qualité. Chaque voiture quittant notre atelier devait être parfaite. Sinon, elle ne partait pas du tout. Aucune exception. Peu importe l'importance du client ou l'urgence du délai. Cette réputation est devenue notre plus grand atout. Quand les gens confiaient leur voiture classique à Précision Performance, ils savaient qu'ils obtiendraient le meilleur absolu, réalisé par des personnes qui aimaient leur voiture autant qu'eux-mêmes. Tout ce succès n'est évidemment pas passé inaperçu. J'ai commencé à recevoir des offres de rachat provenant de grands groupes automobiles et d'investisseurs. Certaines étaient très tentantes, des montants à 8 chiffres qui m'auraient assuré une vie confortable pour toujours. Mais je me souvenais de ce qui était arrivé lorsque mon père avait choisi l'argent plutôt que le savoir-faire. Je ne ferai jamais cette erreur. L'appel est arrivé un mercredi après-midi. J'étais en train d'examiner les plans d'un tableau de bord en fibre de carbone sur mesure destiné à une restauration Ferrari lorsque mon assistante m'interrompit. Une certaine Lisa Carter est en ligne. Elle dit quelle est votre mère. 5 années de silence. Et maintenant, elle appelait soudainement, sans prévenir. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité a fini par l'emporter. Bonjour, maman, dis-je d'un ton neutre. Ronnie, répondit-elle d'une voix tendue. Comment vas-tu? Je vais bien. Que puis-je faire pour toi? Les banalités durèrent environ 30 secondes avant qu'elle n'en vienne enfin au sujet principal. Ton père a eu une crise cardiaque la semaine dernière. Son état est stable, mais il va devoir subir un pontage coronarien. Je suis désolé de l'apprendre. J'espère qu'il se rétablira rapidement. Il y a autre chose, poursuivit-elle. L'entreprise, ça ne va pas bien. Evan a pris certaines décisions qui n'ont pas fonctionné. Grâce à mes contacts dans le milieu, je savais déjà que Carter Auto était au bord de la faillite. Ils avaient tenté de se développer trop vite, contracter trop de dettes et sacrifier trop de qualité. Quel genre de décision, demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Il a contracté des prêts pour ouvrir 2 autres garages. Aucun des 2 n'est encore rentable. Et il y a eu un problème avec des réparations effectuées sur une Porsche de clients. Ils nous poursuivent pour 225 000 $. Une poursuite judiciaire pour une réparation sur une Porsche? Il fallait un désastre monumental. On ne parle pas ici de Toyota Corolla. Les propriétaires de Porsche exigent la perfection et ont les moyens d'engager d'excellents avocats quand ils ne l'obtiennent pas. Et qu'est-ce que vous espérez exactement que je fasse? Un silence s'installa. Nous avons besoin de ton aide, Ronnie. La banque menace d'exiger le remboursement immédiat de nos prêts. Nous risquons de tout perdre, même la maison. Même la maison, répétai-je, sachant à quel point cela détruirait l'orgueil de mon père. Oui, murmura-t-elle. Absolument tout. Je lui répondis que j'allais y réfléchir avant de raccrocher. 20 minutes plus tard, Evan m'appela. Contrairement à ma mère, il ne prit même pas la peine de faire semblant d'être cordial. Écoute, je sais qu'on n'est pas en très bons termes, mais là, il s'agit de la famille. Commença-t-il. Ah oui, répondis-je froidement. Parce que je me souviens très bien qu'on m'a expliqué il y a 5 ans que je ne faisais pas vraiment partie de la famille qui prend les décisions. Il eut même l'audace de soupirer, comme si c'était moi qui étais difficile. Papa a eu tort de dire ça. On le sait tous. Mais là, on a besoin de ton aide. Tu as construit une entreprise incroyable, et nous, on est vraiment en train de couler. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. 5 ans. Pas un seul appel. Pas un message. Même pas un simple « félicitations pour l'entreprise » après que Précision Performance ait commencé à faire la une des magazines automobiles. 5 années de silence total de la part du frère qui souriait en coin quand Ronnie a quitté cette réunion. Et puis, au moment précis, le moment exact, où l'argent vient à manquer et où tout commence à s'effondrer. Evan décroche enfin son téléphone. Et la première chose qu'il dit, c'est « Je sais qu'on n'est pas en très bons termes, mais là, il s'agit de la famille. » La famille? Voici la vérité inconfortable, certaines personnes se souviennent que vous êtes de la famille uniquement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de vous. Les mêmes personnes qui vous ont regardé être humiliées, qui sont restées silencieuses alors qu'elles auraient dû parler, qui ont profité de votre absence, ce sont exactement celles qui composeront votre numéro dès que leur situation deviendra désespérée,
en espérant que le mot « famille » efface tout le reste. Et ce qui rend la situation encore plus dérangeante, c'est ce qu'Evan dit ensuite. Il qualifie la réussite de Ronnie d'incroyable. Il dit qu'il a construit cette entreprise incroyable. Comme s'il était fier de lui. Comme s'il observait tout ça depuis le début. Donc il savait. Il voyait tout. Il n'a simplement jamais rien dit tant que cela ne pouvait pas lui être utile. Ça, ce n'est pas la famille. C'est juste quelqu'un qui sait exactement dans quel tiroir se trouve le filet de sécurité. L'audace de cet appel devrait pousser Ronnie à raccrocher au bout de 10 secondes, sans hésiter. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, qu'il ait réellement aidé, en dit long sur qui est Ronnie. Et honnêtement, ça en dit aussi long sur la plupart d'entre nous. Nous continuons à être présents pour des gens qui, eux, n'apparaissent que lorsqu'ils sont en train de... Bon, retour maintenant à l'auteur du post. Qu'est-ce que tu veux exactement de moi, Evan? On a besoin d'un prêt. Juste de quoi tenir quelques mois, le temps de vendre les nouveaux sites. Combien? 300 000 $. J'ai éclaté de rire. Tu veux vraiment que je vous prête 300 000 $? Après tout ce qui s'est passé? Ce serait un vrai prêt professionnel, insista-t-il. Avec intérêt et tout le reste. Et on mettrait le garage d'origine en garantie. Le garage que la banque est sur le point de saisir? Cette garantie-là. Il n'avait aucune réponse à ça. Je passerai demain, finis-je par dire. Avant de faire la moindre proposition, j'ai demandé à mon avocat d'examiner cette histoire de procès concernant la Porsche. C'était réel. Et catastrophique. Ils avaient tenté de reconstruire la transmission PDK d'une Porsche GT3 de 2011, un travail qui aurait dû être renvoyé directement chez Porsche. Ils avaient tellement mal fait les choses qu'ils avaient causé 180 000 $ de dégâts au moteur et à la transmission. Mon avocat m'expliqua qu'un règlement en dessous de 250 000 $ serait déjà une victoire. J'ai intégré cette donnée dans l'accord que je préparais. Tout règlement inférieur à 250 000 $ serait pris en charge par moi. Au-delà, il partagerait la responsabilité. Gestion des risques élémentaires. Après avoir raccroché, j'ai appelé l'oncle Jacques. Ils ont finalement avalé leur fierté, dit-il quand je lui expliquai la situation. On dirait bien. À quel point c'est vraiment grave là-bas? Jacques poussa un soupir. Pire que ce qu'il raconte. Evan maquille les comptes pour cacher les pertes à ton père. Ils ont des dettes fiscales, des clients mécontents et 3 mécaniciens qui menacent de les poursuivre pour salaires impayés. Mon Dieu. Je restai silencieux un long moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il finalement. Je réfléchis longtemps avant de répondre. Je vais les aider. Mais à mes conditions. L'oncle Jacques ne fut pas surpris. Il me connaissait suffisamment pour savoir que je ne laisserais jamais complètement disparaître l'entreprise fondée par mon grand-père, même si mon père et mon frère l'avaient conduite droit dans le mur. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard à analyser les chiffres. À l'aube, j'avais déjà un plan. Le lendemain, je suis retourné chez Carter Auto pour la première fois depuis 5 ans. L'endroit semblait plus petit et beaucoup plus délabré. Mais ce qui me choqua le plus fut l'état de l'atelier lui-même. Des outils traînaient partout. Rien n'était rangé correctement. Des taches d'huile recouvraient le sol en béton. 2 ponts élévateurs portaient des panneaux hors service. Toute la fierté que mon père avait autrefois à maintenir un atelier propre et professionnel avait disparu. Mon père était là. Il paraissait plus vieux et plus fragile que dans mes souvenirs. Son visage était grisâtre, et il se déplaçait lentement, encore affaibli par sa crise cardiaque. Mais dans ses yeux brillait toujours cette même fierté obstinée lorsqu'il me vit entrer. Evan sortit du bureau au fond, vêtu d'un costume mal ajusté, comme un enfant jouant à l'homme d'affaires. Ronnie, merci d'être venu. Allons parler dans le bureau. Pendant 2 heures, j'ai passé leur compte au peigne fin, posant des questions précises qui rendaient Evan de plus en plus nerveux. La situation était exactement aussi catastrophique que l'avait décrit l'oncle Jacques. Peut-être même pire. Ils avaient environ 420 000 $ de dettes, et non les 300 000 qu'Evan m'avait annoncé. Ils n'avaient pas payé leurs fournisseurs depuis 90 jours. La banque menaçait de saisir leur équipement. Leur taux de fidélisation client était tombé à 42%, ce qui signifiait que moins de la moitié des clients revenaient après une première visite. Leurs avis en ligne étaient désastreux. 2,1 étoiles sur Google. Des commentaires comme « Trop cher pour un service médiocre, j'ai amené ma voiture pour une vidange, je suis reparti avec plus de problèmes qu'en arrivant. » Alors, demanda Evan lorsque je refermai le registre comptable. « Tu peux nous aider ?» ?»« Oui, répondis-je finalement. Je peux vous aider. Mais pas avec un prêt. » Les sourcils d'Evan se levèrent immédiatement. « Alors quoi ? Je rachète l'entreprise. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. « La racheter ?» Mon père prit enfin la parole, comme si ces mots l'avaient insulté personnellement. « C'est une entreprise familiale. »« C'est une entreprise en faillite, répondis-je froidement. Et dans 60 jours, elle aura disparu si personne n'arrête l'hémorragie. Je vous offre une bouée de sauvetage. Vous pouvez l'accepter, ou laisser la banque tout liquider. » Il ricana. « Alors maintenant tu te prends pour le sauveur ? Juste parce que tu as monté ton petit garage de passionné. Ce petit garage de passionné a généré 8 millions de $ l'année dernière, le coupé-jeu. Et il est sur le point d'en générer encore bien plus. » Mon père se leva,
essayant de paraître autoritaire malgré le fait que sa vieille veste de travail flottait désormais sur lui. Cet endroit porte mon nom. Je le regardai droit dans les yeux. Plus pour longtemps. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Ce fut Evan qui brisa le silence. Papa, il a raison. On n'a pas le choix. C'est là que j'ai exposé mes conditions. Je reprends les 420 000 $ de dette, plus 100 000 $ en liquide. Vous restez tous les deux salariés pendant 1 an comme consultant pendant la transition. Après ça, vous partez. C'est insultant, cracha mon père. Non, répondis-je calmement. Ce qui est insultant, c'est ce que vous avez fait de cette entreprise. Moi, je suis simplement en train de réparer les dégâts. Est-ce qu'on peut avoir un peu de temps pour réfléchir, demanda Evan. Vous avez 48 heures, répondis-je en me levant. Après ça, je serai trop occupé à nettoyer mes propres erreurs plutôt que celles des autres. Je l'ai laissé assis là, sans voix. 2 jours plus tard, mon avocat reçut un appel. Ils acceptaient mon offre. La transition se passa plus facilement que prévu. J'ai intégré Carter Auto à Précision Performance, en conservant le site d'origine mais en modernisant absolument tout, de l'équipement jusqu'à la machine à café. J'ai conservé la majorité du personnel, en leur offrant une vraie formation et de meilleurs salaires. Nous avons fermé pendant 2 semaines afin de rénover les lieux et faire suivre à toute l'équipe une formation intensive. Mon père n'a travaillé comme consultant que 3 mois avant que son état de santé ne l'empêche de continuer. Evan, lui, est resté toute l'année, observant avec amertume l'entreprise prospérer sous ses yeux. Le garage est passé d'une perte mensuelle de 30 000 $ à l'équilibre financier dès le 4e mois, puis est devenu rentable au 6e. Il a fallu des semaines de 70 heures de travail, reconstruire les relations avec les fournisseurs et mettre en place un nouveau modèle de service à plusieurs niveaux que Carter Auto n'avait jamais envisagé auparavant. Mais la plus grande satisfaction est arrivée lors de la grande réouverture. Nous avions entièrement rénové le garage et invité tous les anciens clients à une journée portes ouvertes. Beaucoup se souvenaient encore de moi et n'arrêtaient pas de complimenter la transformation du lieu. « Vous avez vraiment sauvé ce garage », me dit un client de longue date, juste devant mon père et Evan. Ces dernières années, ça partait vraiment en vrille. J'avais même commencé à emmener ma BMW ailleurs. Le visage de mon père se crispa, mais il ne dit rien. Plus tard dans la soirée, après le départ de tout le monde, Evan vint me rejoindre dans le nouveau salon client. Il avait l'air vaincu. Je croyais vraiment pouvoir y arriver, dit-il doucement. Gérer l'entreprise comme papa. Je lui servis un café depuis notre nouvelle machine à expresso. Le problème, c'est justement d'avoir essayé d'être comme papa. Il a construit cet endroit grâce au travail acharné, mais il a cessé d'évoluer. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses en espérant des résultats différents. Evan hocha lentement la tête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour tout ce qui s'est passé avant. Je sais, répondis-je. Et je le pensais vraiment. Evan n'a jamais été l'ennemi. C'était simplement le fils préféré qui n'avait jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes, jusqu'à maintenant. Quelques semaines plus tard, je lui ai proposé un poste dans les ventes sur notre site principal, non pas par charité, mais parce que je pensais sincèrement qu'il pourrait exceller dans ce domaine avec la bonne structure et le bon soutien. À ma grande surprise, il accepta. Et plus surprenant encore, il s'épanouit dans ce rôle. Il s'est avéré qu'Evan était excellent pour construire des relations avec une clientèle haut de gamme lorsqu'il avait un produit de qualité à vendre et qu'il n'était pas responsable de la partie opérationnelle. Mon père fut le dernier à céder. La véritable consécration arriva 1 an plus tard lorsque Classic Car Collector nous consacra un article dans leur numéro spécial « Entreprise familiale ». Ils nous interviewèrent tous les deux au sujet de la fusion réussie entre les entreprises. Et, à son honneur, mon père dit la vérité. Ronnie a vu ce que moi je ne voyais pas, le savoir-faire compte plus que l'expansion. Il a construit Précision Performance à partir de rien parce qu'il croyait qu'il fallait faire les choses correctement, pas rapidement. Reprendre Carter Auto n'était pas une vengeance. C'était une rédemption. Le progrès se fait par petites étapes. Quand je repense à ce jour, 5 ans plus tôt, où mon père avait déclaré « Nous avons besoin d'hommes d'affaires, pas de mécanos couverts de cambouis », je réalise aujourd'hui que c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que cela m'a forcé à construire quelque chose selon mes propres règles. La leçon que j'ai apprise ne concernait ni les voitures ni les affaires. Elle concernait le courage de quitter un endroit qui ne vous valorise pas. Et la détermination de bâtir quelque chose de meilleur à sa place. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Ronnie n'a pas seulement construit une entreprise. Il a construit une preuve. Et honnêtement, c'est ça qui me touche le plus. Parce qu'il aurait été tellement facile, tellement compréhensible, pour lui de devenir amer. De rester quelque part, rongé par la colère, à rejouer cette réunion du personnel dans sa tête pour le reste de sa vie. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris cette colère, cette humiliation, et il a créé quelque chose avec. Et ça, c'est rare. Vraiment rare. Maintenant, Rick, écoutez, je comprends. Il a bâti quelque chose à partir de rien, et ce genre de fierté est profondément enraciné. Mais à partir du moment où vous choisissez le favoritisme au lieu de la compétence, vous avez déjà commencé à perdre. Il n'a pas perdu Carter Auto à cause de la malchance.
Il l'a perdu parce qu'il a confié le volant à quelqu'un qui ne savait pas conduire et a demandé à celui qui savait le faire de s'asseoir à l'arrière. Ce n'est pas une erreur de gestion. C'est une erreur personnelle. Et Evan, honnêtement, Evan n'est même pas vraiment le méchant de l'histoire. C'était juste un gars à qui on n'a jamais dit non et qui n'a jamais eu à apprendre les choses à la dure. Alors quand la réalité l'a finalement frappé, elle l'a frappé de plein fouet. Mais je vais lui reconnaître une chose, il a fini par revenir, accepter sa place, et il s'est réellement bien débrouillé dans les ventes. Ça demande une certaine lucidité. Peu de gens sont capables d'admettre qu'ils ont échoué puis de recommencer à zéro dans le même bâtiment que possède désormais leur frère. Maintenant, les leçons. Parce qu'il y en a quelques-unes de très bonnes cachées dans cette histoire. Premièrement, être sous-estimé est véritablement un cadeau si vous savez quoi en faire. Partez, construisez quelque chose dans le silence, et laissez votre travail parler à votre place. Deuxièmement, la passion sans structure finit par s'effondrer. Ronnie n'a pas réussi simplement parce qu'il aimait les voitures. Il a réussi parce qu'il a combiné cette passion avec une vraie discipline, des personnes compétentes autour de lui, et aucun compromis sur la qualité. Troisièmement, et celle-ci est importante, aider les personnes qui vous ont blessé n'est pas une faiblesse. C'est simplement de la maturité. Ronnie n'a pas sauvé Carter Auto par vengeance. Il l'a sauvé parce que cette entreprise comptait pour lui. C'est ça, la vraie différence entre lui et son père. Le savoir-faire finit toujours par survivre au raccourci. Toujours. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.